Est-ce que vous m'entendez toujours? Parfait. Bonjour et bienvenue. Le sujet de la conf, c'est de postmoderniser les tête-à-tête qui amènent à changer. On va voir ce que j'entends par postmoderne et par tête-à-tête qui amène à changer. Euh, la conf aura trois chapitres. Le premier chapitre, c'est les tête-à-tête qui amènent à changer dans leur version classique, entre guillemets moderne. Euh, un chapitre sur où j'évoquerai mes lectures post-modernes, notamment de thérapie brève. Et un troisième chapitre où je reviendrai sur la vision des tête-à-tête qui amènent à changer, à l'aune de mes lectures post-modernes, en les revisitant et en changeant un peu les hypothèses et comment on voit les choses. Donc, les tête-à-tête qui amènent à changer. Il s'agit d'interactions que vous faites en tête-à-tête avec une intention. Vous avez l'intention de faire évoluer votre interlocuteur. Vous voulez que votre interlocuteur change. Il y avait un bouquin américain qui s'appelait Crucial Confrontations. C'est ça, quoi. On se confronte et c'est crucial parce qu'il faut que la personne change. Ça peut être un acte de management vertical si la personne fait partie de vos équipes, ou ça peut être une action plus transversale si c'est quelqu'un que vous connaissez ou avec qui vous travaillez, mais avec laquelle vous n'avez pas de relation hiérarchique. Même pour le vertical, il est troublant de se rendre compte que le fait d'avoir une relation hiérarchique ne suffit pas pour que un simple échange ait les conséquences souhaitées. Ceci étant dit, je prends plutôt comme hypothèse qu'on est sur du transversal. Donc, c'est quelqu'un que vous voulez amener à changer, mais vous n'avez pas spécifiquement de relation hiérarchique avec lui, vous n'avez pas spécialement de mandat pour le faire. Je vais prendre trois exemples. Ma victime s'appellera Bob. Premier cas, Bob ne fait pas ses heures. Il part à midi, il revient à 14 heures. Et c'est un problème parce que dans le règlement intérieur de votre SN, on est censé respecter les horaires du client et les pauses déjeuner du client, c'est de 12h30 à 13h30. Donc Bob ne respecte pas cette règle-là. Pourquoi ça vous embête si vous n'avez pas de relation hiérarchique? Ça vous embête parce que le client finira par râler et Bob se fera sortir. Et pour la carrière de Bob, c'est pas génial. Donc c'est par souci pour la suite de la carrière de Bob que vous vous en mêlez. Deuxième cas, vous êtes plus technique, vous avez la charge d'une équipe avec des ambitions techniques assez élevées, on veut une qualité assez forte parce que le sujet s'y prête, la problématique du client s'y prête. Et Bob ne fait pas ses tests unitaires, ou pas suffisamment, ou pas assez soigné, ou pas avec la bonne couverture, etc. Et n'adhère pas à toute cette démarche de qualité technique. Et c'est un problème, parce que derrière, ça fait des bugs qui sont aussi corrigés par le reste de l'équipe. Ça fait une tension, et il faut que Bob change, sinon l'équipe va probablement demander à ce qu'il soit remplacé. Et on se retrouve avec la volonté d'éviter que Bob se fasse éjecter. Troisième cas de figure, Bob est lourd avec les filles de l'équipe. Il les drague avec lourdeur, sans que, sans qu'elles ne le souhaitent. Ça amènera au bout d'un moment, il y aura quelqu'un qui va râler, et à juste titre, et ça amènera qu'il sera écarté ou recadré, etc., par le management, et vous aimeriez éviter ça à Bob. Donc pareil, vous voulez essayer de lui faire comprendre que ça ne se fait pas.
Il y a plein d'autres exemples. Moi, j'avais un Bob qui parlait de son trafic de shit à la machine à café. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut éviter de faire en entreprise. Donc, ça y est, le comportement de Bob est trop inapproprié dans l'environnement. Il risque gros, à votre avis. Ça ne peut plus durer, il faut faire quelque chose. Donc, vous prenez la décision de parler avec Bob. Vous allez le faire, même si c'est pas à vous de le faire, et même si on peut vous le reprocher, mais vous allez parler à Bob. Comment ça va se passer? Vous allez faire ce qu'on appelle un recadrage, même si ça n'a rien à voir avec le recadrage vu par Palo Alto. C'est un processus en 4 étapes, c'est un processus assez fermé, assez directif, il n'y a pas d'alternative, etc. Et il faut passer par les 4 étapes, et puis Bob a pas le choix, il doit subir les 4 étapes. Donc, première étape, vous allez rappeler à Bob les faits et obtenir de Bob un accord sur les faits. Évidemment, il va résister, il va nier, il va temporiser, il va minimiser, mais bon, vous allez tenir bon, vous allez imposer la vision des faits. Vous allez rappeler quelle est la règle basée sur des valeurs, sur la norme, etc. Donc, par exemple, les faits, c'est la plage horaire pour le déjeuner. J'ai constaté que tu faisais midi 14h tous les jours. Bon, Bob va râler, il va vous accuser de le fliquer, etc. Mais il finira par admettre que oui, il fait pas 1 heure par jour. Ensuite, la règle, c'est rappeler ce que je vous disais. Donc, le règlement intérieur indique qu'il faut respecter les horaires du client. Et donc, la règle, c'est 12h30, 13h30. Ensuite, petit 3, étape 3, acter le fait que la règle est aussi valable pour Bob. Il y a une règle, elle s'applique à Bob. Et petit 4, une fois qu'il a acté que la règle s'applique à lui, et donc il va changer, lui demander son plan d'action pour respecter dorénavant la règle, son changement d'organisation personnelle, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez... c'est imparable, quoi. Il y a une logique imparable. Du côté de Bob, quand il va subir le processus de recadrage, lui, à l'intérieur de lui, il va se passer un cheminement qui peut ressembler au processus de prise de responsabilité décrit par Christopher Avery. À savoir, il va commencer par nier qu'il est éligible pour le recadrage, il va blâmer les autres, il va se justifier, il va avoir une espèce de honte quand il va prendre conscience du fait que tout le monde voit qu'il joue pas le jeu. Enfin, il y a une remise en question publique. Il va se sentir obligé de jouer le jeu. Et puis finalement, si tout va bien, il va prendre ses responsabilités, c'est-à-dire assumer complètement le changement. C'est un bon changement, je dois faire ce changement. Ça m'est pas imposé, c'est moi qui décide ce changement, etc. Donc tout ce cheminement du déni à la prise de responsabilité complète. Comment ça va se passer? Vous allez prendre rendez-vous, vous allez choisir un lieu clos, des murs opaques, etc. Il faut que vous puissiez discuter tranquillement sans le regard d'autrui. Vous allez soigner le check-in, vous allez échanger avec Bob pour lui demander s'il va bien, ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qu'il a en tête, etc. Et puis ensuite, vous allez entrer dans le vif du sujet en disant quel est le sujet. Votre posture doit être juste, vous allez le respecter, vous allez être assertif, vous allez essayer de l'être plutôt détendu que plutôt crispé, même si vous appréhendez l'exercice.
Vous allez essayer de l'écouter pour pouvoir être plus précis dans la façon de recadrer. Vous allez être déterminé, vous n'allez pas dévier, vous n'allez pas renoncer, malgré la résistance. Vous n'allez pas laisser vous échapper. J'aime bien cette image de l'ours qui essaie d'attraper un poisson dans la rivière. Il faut pas laisser échapper Bob, ni sur les faits, ni sur le plan d'action de changement. Bon, on est d'accord, vous voulez changer le comportement de Bob, c'est pas Bob le problème c'est le comportement de Bob, c'est pas la personne. Et ensuite, vous comptez vous appuyer, et ce qui fait que vous avez une légitimité malgré tout, c'est sur la bonne relation que vous avez avec Bob. Ce qui fait que vous avez envie d'aider Bob à changer, c'est que vous l'aimez bien, ou vous aimez bien travailler avec lui, ou vous pensez qu'il peut amener des choses utiles, et vous travaillez bien ensemble. Et ça, il le sait. Et donc, de son point de vue, voir tous les efforts que vous faites, ce côté un peu formel et tout, ça doit quand même l'alerter un petit peu sur l'importance de ce qui se passe, quoi. Votre crédit auprès de lui va jouer en votre faveur. Donc ça, c'était la vision classique, moderne, euh, un peu mécaniste du recadrage. Donc Bob doit changer, Bob doit respecter la règle. Vous devez imposer la prise de conscience, vous ne devez pas le lâcher, vous devez diriger l'échange, il ne doit pas vous échapper. Donc on est sur quelque chose d'assez ferme. Résultat, bon, j'ai subi une expérience de recadrage à mes débuts par la directrice des ressources humaines. Je m'en souviens encore. Ça avait été très utile. J'avais un peu plus tard réalisé des expériences comme recadreur cette fois-ci, qui n'ont pas été très concluantes. Michael, c'était quelqu'un de très positif, de très joyeux, et qui était heureux de vivre, et qui trouvait que son code était certainement super, et alors qu'il n'était pas du tout au niveau. Donc j'avais essayé de lui faire prendre conscience du fait que le niveau du niveau technique d'ambition à l'époque, je lui avais donné un laps de temps pour en tenir compte et s'améliorer, etc. Et ça avait pas trop donné de résultats. Du coup, Bob, Michael est sorti. Inversement, Raphaël, lui, était très bon techniquement, meilleur probablement que le reste de l'équipe, mais par contre, il était un peu méprisant avec le reste de l'équipe et ça passait pas. Et donc, on a essayé de le sensibiliser à ça, mais c'était trop tard, quoi. Les efforts qu'il a fait pour se refaire n'ont pas suffi à corriger le, comment dire, la vision qu'avait de l'équipe de lui, donc il s'est fait sortir. Donc le risque, si ça marche pas, c'est que le Bob se fasse sortir. Comment peut-on faire pour que ça marche mieux, avoir un meilleur impact? Cette voie moderne, un peu mécanique, ne marche pas si bien que ça. Il va falloir renoncer à certaines certitudes. Ce qui m'amène à ma deuxième partie. Alors vous verrez le lien pendant la troisième, je pense. Depuis tout petit, depuis ado, je lis des essais sur les thérapies brèves, sans trop savoir pourquoi. Donc j'avais lu du Palo Alto, je me suis renseigné sur la PNL, le Clean Language, la Gestalt thérapie, les approches narratives, et ça, je continue à le faire. Et je ne savais pas pour quelle raison.
ça m'intéressait autant. Et préparant cette presse, j'ai trouvé peut-être pourquoi. Pour moi, une thérapie, c'est que ça fait passer quelqu'un d'un état pathologique, donc -1, à un état normal, donc 0. Et le coaching en développement personnel, par exemple, ça fait passer d'un état 0 à un état +1. On a du développement personnel, on est un peu mieux qu'avant. Et donc, dans les deux cas, l'idée c'est de faire passer quelqu'un, de faire changer quelqu'un vers un +1. Donc d'avoir une discussion avec la personne de façon à ce que cette personne se développe dans la bonne direction. Et c'est ça que je trouvais génial en lisant ces bouquins de thérapie, c'était le fait que par un simple échange verbal, euh, pas nécessairement de médicaments ou une simple série de consultations verbales, on arrive à faire changer quelqu'un, à le sortir d'une névrose ou à avoir un impact très très positif. C'est vraiment cette magie-là de changer par la parole. Après, j'ai cherché entre les sujets qui m'avaient plu et que je vous ai cités, chaque mouvement a ses présupposés, son paradigme, etc. Mais néanmoins, alors c'est pas vraiment un dénominateur commun, mais c'est une zone un peu commune qui sont les thérapies postmodernes. Donc c'est des approches psychothérapeutiques qui s'inscrivent dans le courant de pensée postmoderne qui est apparu à la fin du XXe. Et je vais maintenant vous exposer quelques principes de ces thérapies postmodernes et je vous demande d'essayer de voir en quoi ça change par rapport à la vision classique d'une thérapie. Et après, nous en retirerons indirectement des choses sur les tête-à-tête qui amènent à changer. Donc, pas de grands récits, pas d'explication universelle de l'homme, freudisme, behaviorisme, etc. On est sur une vision modeste du fonctionnement humain, on ne sait pas trop, ça dépend des gens, etc. Donc, une très grande modestie des thérapeutes. Ensuite, un point clé, c'est le constructionnisme social. Les problèmes ne sont pas des vérités transcendantes, mais sont des constructions langagières, donc ça se construit par le langage, et social, ça se construit par les interactions. Et la souffrance du patient est liée à la façon avec laquelle il se raconte son histoire. Et la guérison, notamment par les thérapies narratives, consiste à faire en sorte que le patient se raconte son histoire, enfin se raconte une autre histoire, quoi. Il se raconte son histoire différemment. Tout ça simplement par la parole. C'est une approche collaborative. Même s'il est formé à la thérapie, le thérapeute n'est pas un expert, c'est plutôt un partenaire qui aide le client à creuser ses problèmes. Le client est le meilleur expert de lui-même. Et la solution au problème du client est co-construite, elle n'est pas imposée par le thérapeute qui serait omniscient. Les problèmes sont influencés par le contexte social, familial, culturel, toutes ces interactions-là. Euh, Ça vient une bonne partie de ces thérapies viennent des thérapies familiales et au-delà de la personne, de l'individu. Alors il y a quelque chose dans les thérapies narratives qui est assez marrant, c'est de sortir le problème. Au lieu de dire je suis anxieux, je dis
Mon anxiété est présente. L'anxiété est présente. Comme si c'était quelque chose d'extérieur à moi. Mon problème devient extérieur à moi, ce qui permet de s'en détacher et de dissocier le client de son problème et de travailler un autre récit. Après, il y a des techniques qui sont pas directives, il y a les métaphores du symbolic modeling, il y a des recadrages au sens Palo Alto cette fois-ci, où on prend une situation et par un paradoxe ou une injonction surprenante, on la fait revivre par le patient avec un point de vue différent et du coup, comme par hasard, le problème se dissout. Il n'y a pas de protocole unique, rigide, même si Clean Language a quand même quelques règles, mais ça s'adapte à chaque client et on n'est pas directif, on ne dirige pas le client, c'est le client qui doit cheminer. Le client est l'auteur de sa propre vie, c'est le client qui sait, c'est le client qui fait. On lui impose pas les interprétations du thérapeute. Voilà, donc ça c'était les thérapies postmodernes. Pour vous donner une idée de transposition, j'ai repris un extrait d'un bouquin qui s'appelle Dialogic Organization Development, le développement dialogique des organisations, qui était une bible de tout ce mouvement de développement dialogique des organisations. Et en quelques lignes, il résumait un petit peu les idées de ce dialogique OD en entreprise, à savoir la réalité est construite socialement, la réalité est négociée, peut faire intervenir du pouvoir, donc on retrouve bien le constructionnisme social. Il y a de multiples réalités. On voit bien que chaque personne se construit par les échanges et par ses interactions, etc. Et donc chaque personne a sa réalité. La réalité émerge de la situation. On va créer des conteneurs et des processus pour produire des idées génératives et mener au changement. Cette notion de conteneur, on y reviendra. C'est vraiment le contraire de quelque chose de directif. C'est vous fournissez le cadre et puis arrivera ce qui doit arriver, mais vous dirigez pas vous tirez pas sur l'arbre pour le faire pousser plus vite. Le changement peut être encouragé, mais se fait par l'auto-organisation, voilà ce que je disais. Et ensuite, faire changer plus l'état d'esprit que le comportement. Le comportement découlant de l'état d'esprit. Donc ça, c'est les transformations d'entreprise. Et vous voyez quand même quelques liens avec ce que je vous ai dit sur les thérapies postmodernes. Donc on va passer maintenant à mon cas, le cas que je vous proposais, à savoir les entretiens qui mènent à changer. Les têtes, voilà. Alors, premier groupe d'idées, le pourquoi, la norme, le mandat. Pourquoi est-ce que vous agissez au fond? Il n'a rien demandé. Est-ce que vous agissez pour bien faire? Est-ce que vous agissez parce que vous aimeriez qu'on le fasse à votre place? Ça va. Est-ce que vous agissez pour obtenir sa reconnaissance? Ça, c'est déjà moins bien. Est-ce que vous agissez par agacement? Pour vous défouler un peu. Est-ce que vous agissez pour l'humilier, lui qui est si grande gueule? Donc déjà, est-ce que vous avez vraiment fait le tour de, de vos motivations? Ensuite, il y a cette histoire de règles. Est-ce que la règle est formalisée au sein de l'organisation? Est-ce que votre lecture et la sienne sont les mêmes? S'il ne connaît pas la règle, qu'est-ce qu'il retient de ce que vous avez dit de la règle? Est-ce qu'il l'a assimilé? Est-ce qu'il y adhère? Est-ce qu'il n'a retenu qu'une partie, etc. Est-ce qu'il ne serait pas une exception à la règle? Puis pourquoi faut-il une règle? Qui êtes-vous pour poser une règle? Est-ce que la règle peut être changée?
Les débats philosophiques sur la règle peuvent aller assez loin, comme on le voit là. Le problème, c'est que quand vous êtes en train d'essayer de faire évoluer quelqu'un, ce débat-là va se poser. Donc attendez-vous à ce genre de discussion. Euh, Pourquoi est-ce qu'il ne respecte pas les règles, au fait? Est-ce que c'est parce qu'il ne voit pas les conséquences? Est-ce qu'il n'a pas conscience de la règle? Enfin, il le sait pourtant que c'est 1 heure à midi. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas conscience du risque de se faire sortir? Ou parce qu'il aime le risque? Est-ce que c'est parce qu'il pense qu'il est plus malin, plus fort? Est-ce que c'est parce qu'il a été élevé comme ça? Du coup, pareil, hein, il va falloir que vous déterminiez un peu comment fonctionne Bob. Et Bob, il va pas fonctionner de la même façon que vous. Et tant que vous savez pas comment fonctionne Bob par rapport à la règle, à l'ordre, etc., vous n'allez pas pouvoir aider Bob. Donc il va falloir apprendre à connaître mieux Bob. Après, imaginons que vous soyez Scrum Master, il y a un cas de figure qui est qui peut être assez fréquent. Donc, vous êtes Scrum Master, vous n'êtes pas le hiérarchique de Bob, mais en même temps, vous êtes responsable de l'efficacité de l'équipe, CF Scrum Guide 2020. Du coup, vous allez vous auto-mandater pour vous aller voir Bob et avoir la discussion qu'il faut avec lui. Vous n'allez pas en parler au manager parce que vous voulez éviter que Bob soit reçu par le manager pour se faire sortir, donc vous voulez traiter le problème à votre niveau. Et le manager fait semblant de rien savoir alors qu'il le sait bien, et comme ça il vous laisse gérer le problème avec un mandat implicite. Donc tout va bien, soit ça marche, auquel cas tout le monde est content, soit ça marche pas, auquel cas c'est vous qui trinquez. Et donc le manager entretient ce côté implicite. Après, il y a la fin et les moyens. Vous avez un certain leadership, vous avez de l'expérience dans l'encadrement, vous avez de l'expérience dans les interactions professionnelles, etc. Vous avez une puissance de communication et tout. Vous êtes mieux armé que Bob. Et vous vous demandez peut-être, est-ce qu'il est fair-play d'utiliser tout votre savoir-faire managérial sur Bob qui est plus jeune et moins armé pour vous résister. Dans l'absolu, pourquoi pas, mais ça suppose que vous êtes sûr d'avoir plus raison que Bob. Et qui êtes-vous pour avoir raison? Est-ce que vous vous êtes jamais trompé? Est-ce que votre appréciation de la situation est vraiment légitime et justifie d'utiliser les moyens que vous voulez utiliser? Interagir. Ni Bob, ni vous, vous n'êtes pas des personnes uniques. Vous êtes chacun le fruit d'une compétition entre des mouvements intérieurs. Chaque mouvement vient avec ses émotions, ses obsessions, ses hypothèses, sa vision des choses, etc. Et donc, de l'extérieur, comme il y a une succession de mouvements différents, le résultat est changeant et l'histoire que ça raconte est incompréhensible. Et ça, il faut en avoir conscience du fait que quand vous parlez à Bob, il va traverser plusieurs états et vous-même allez traverser plusieurs états. Euh, Par contre, il y a quelque chose de relativement factuel, c'est ce qui se dit, ce qui se montre, ce qu'on retiendrait si on vous filmait. Il y a un échange qui a lieu avec des phrases qui ont été dites, avec des intonations, avec des gestes, etc. Ça, c'est objectif. Et le problème, c'est que et Bob et vous, vous avez une lecture, chaque mouvement à l'intérieur de Bob et chaque mouvement à l'intérieur de vous a une lecture de cette réalité avec des biais et des raccourcis, etc. Et donc, vous et Bob, vous avez même plusieurs lectures de ce qui s'est passé.
Euh, il y a une notion que j'aime bien dans la Gestalt thérapie, c'est la notion du champ, ça va être peut-être une caricature, mais peu importe. Pour moi, c'est tout ce qui intervient dans l'échange que vous allez avoir avec Bob. Donc, ce que vous allez dire l'un et l'autre, le ton, le rythme, le choix des mots, le sens que vous allez donner chacun aux mots, votre non-verbal à chacun, l'historique de la relation du point de vue de chacun, la perception de la situation du point de vue de chacun, les habitudes de pensée, votre historique, notamment historique familial, votre culture, les émotions que cet échange va vous inspirer au fur et à mesure de l'échange, l'image que Bob a de lui et celle que vous lui donnez de lui par le biais de cet échange. Quelque part, ça va le rabaisser un petit peu. L'image que vous avez de vous et celle qu'il donne de vous. Il va vous donner peut-être une image de dureté ou de pas si cool que ça, etc. Toutes ces choses-là vont avoir un impact sur l'interaction. Ça fait beaucoup de choses à surveiller. Du coup, vous allez adopter la meilleure posture possible parce que c'est vital. Vous allez essayer d'être clair, factuel. Vous allez essayer de rester calme malgré des mouvements en vous d'agacement ou de peur qui vont vous brasser. Vous resterez calme. Vous allez vous tourner complètement vers l'observation de Bob pendant l'échange. Donc, vous serez engagé dans l'échange, vous répondrez du tac au tac, mais en même temps, vous gardez 10% de votre cerveau pour suivre l'échange en mode méta, c'est-à-dire en mode de l'extérieur. Vous regarderez quelle est l'évolution du non-verbal de Bob, vous essayerez de voir comment il se parle, comment il se tient, etc. Et comme ça, vous allez surveiller un peu le rapport. Ça s'appelle le rapport qui se crée entre vous deux pendant l'échange. Vous êtes conscient, vous êtes dans le rapport et vous êtes en dehors du rapport en même temps, tout en étant détendu, souple et cool. Donc, tout ça, ça fait énormément de choses à gérer et vous pouvez pas gérer tout ça consciemment. Donc, vous allez vous faire confiance et en ayant une vigilance en tête, vous allez laisser faire votre intuition parce que vous pouvez, si vous passez tout le dialogue à vous regarder faire ou à vous poser des questions, etc., ça va pas marcher. Donc vous allez vous appuyer sur votre intuition inconsciente parce que vous avez l'habitude de ce genre de situation. Après, un truc qui peut vous aider, c'est le fait d'avoir un esprit neuf, c'est-à-dire de voir l'interaction comme une première rencontre avec Bob, comme si vous connaissiez pas Bob, vous découvrez Bob, vous analysez chacune de ses phrases. Lui-même ne vous connaît pas, donc il faut que vous exprimiez vos attentes, votre contrainte. Faire comme si c'était le début de quelque chose, c'est le début de la suite de la relation. Et donc de poser un peu les bases saines, d'expliciter certaines choses ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et d'oublier un petit peu le fait que vous avez déjà une relation avec Bob. C'est un instant clé. Donc ça vaut la peine de lui donner toutes ses chances. Ensuite, donc comment va se passer le changement? Ben, il y a un nouveau processus de changement. Donc vous connectez à Bob, vous faites un check-in, vous évoquez le sujet, vous échangez sur le sujet et vous explorez la règle et la question qui se pose et le fait que Bob n'est pas complètement en phase avec ça, etc. Donc vous creusez cette question, le but étant de faire dire des choses à Bob dessus. Et ensuite, si les choses se passent bien, ça ne passera pas forcément bien, mais si les choses se passent bien, vous allez faire émerger une envie de changer de la part de Bob.
qui va prendre conscience de quelque chose, mais pas parce que vous lui direz, il va en prendre conscience parce que vous allez avoir une discussion autour de ça. Et comme il va vouloir changer, vous allez accepter sa demande d'aide, et vous allez l'aider, et vous allez le féliciter, etc. Donc on est sur quelque chose de plus émergent. Il y a cette notion de conteneur. Donc l'impact de l'entretien, est-ce que ça va marcher? Est-ce que sa vision des choses va changer? Est-ce qu'il s'est mis en mouvement? Vous n'aurez pas d'évidence pendant l'échange, c'est l'avenir de son comportement qui le dira. Il y aura probablement de la résistance, alors vous n'allez pas vous mettre à crier, etc. Vous allez persévérer dans vos efforts, vous allez essayer un autre angle, une autre façon de discuter du sujet, et puis un troisième, etc. Et puis avec du bol, il finira par adhérer à ce que vous lui dites. S'il le faut, il est déjà au courant qu'il y a un problème. Consciemment ou inconsciemment, il le sait déjà. Donc peut-être qu'il s'agit juste d'amener les sujets sur la table. Alors peut-être qu'il y a un mouvement de lui qui en est conscient et un autre qui n'est pas conscient. Donc c'est un peu plus compliqué, mais peut-être qu'il suffit d'en parler le temps nécessaire pour qu'ils se mettent en mouvement et qu'ils trouvent une solution à la situation. Il y a cette notion de conteneur. En fait, l'entretien que vous allez avoir avec Bob, ça va être un espace, un lieu et une période de temps où il va avoir la possibilité de s'auto-organiser pour changer. Et le conteneur, c'est un conteneur génératif, c'est-à-dire un conteneur qui est ainsi fait que ça va aider à l'émergence de nouvelles idées, etc. Donc c'est pas quelque chose de directif, c'est le contraire, c'est génératif. Par exemple, je vous propose toute cette matière pendant une période de 45 minutes, sans savoir comment vous la recevez. Peut-être que certains d'entre vous se mettront en mouvement et rebondiront sur telle ou telle idée. Je sais pas, mais je fournis le cadre et le conteneur. Donc, en synthèse, vous discuterez de la règle. Peut-être qu'il a des raisons de ne pas la respecter jusque-là, donc ça se discute. Vous n'avez qu'un mandat autoproclamé pour utiliser votre savoir-faire. L'issue est incertaine. Il sait sans doute déjà de quoi vous allez parler. La volonté de changer viendra de lui. Vous pourrez alors l'aider. Bob est multiple, l'échange est complexe, chacun entend sa version. Tout le champ concourt à l'issue de l'échange, le champ au sens gestalt. Vous échangez, vous veillez à l'échange en même temps, vous surveillez le rapport que vous avez avec Bob. Vous avez une posture ouverte, vous n'êtes pas directif. Vous donnez naissance à un conteneur qui va favoriser son changement. Après, il faut que votre conteneur soit suffisamment bien fait pour que Bob, enfin pour que le sujet débattu soit le sujet qui vous intéresse. Bob va résister, vous maintiendrez donc ce conteneur en place et c'est comme ça que ça va faire émerger les choses. Résultat de ce genre d'approche.
ça marche mieux. Je ne sais pas toujours pourquoi un entretien de ce genre marche. Des fois, je constate avec le temps qui passe que ça a marché, alors que je sais pas ce qui s'est passé de spécial qui a fait qu'il y a eu un déclic. Et il m'est même arrivé plusieurs fois qu'une personne me dise qu'il y a eu un déclic suite à une phrase que j'ai dite, alors que je ne me souviens pas avoir dit cette phrase. Donc la causalité entre mon action et l'évolution, elle est, elle est pas simple, elle est beaucoup plus subtile qu'on pourrait l'imaginer. C'est pas une règle A entraîne B, quoi. Il y a un lien, mais c'est beaucoup plus complexe. Je remercie les orgas une nouvelle fois. Je vous remercie vous. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de rassembler tout ça, de l'articuler, de le répéter, de le dire, ce qui m'a fait avoir de nouvelles idées et progresser sur le sujet.